Alors, bonjour à toutes et à tous, merci donc d'être présents ce matin pour la première de ces matinales de l'eau. Je suis Christophe Jurado, responsable du pôle eau d'Idealco et j'ai le plaisir d'ouvrir cette matinée avec vous. Idealco, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est d'abord donc le rêve de Philippe Boyer, président d'Idéal Connaissance, avec une mission qui est la nôtre donc aujourd'hui, connecter les professionnels entre eux et leur donner les outils pour accélérer la diffusion des bonnes pratiques. Donc, ce sont plus de 150 000 professionnels connectés sur une plateforme d'échange, idealco.fr. Et pour animer cette plateforme d'échange, nous proposons près de 500 webconférences par an avec comme fil rouge de notre programmation le retour d'expérience du secteur public. Donc, Idealco, c'est également, et ça vous le savez peut-être mieux, 20 événements nationaux chaque année, comme celui qui est dédié aux acteurs de l'eau, donc à Rennes, fin janvier chaque année, donc que vous connaissez sous le nom de Carrefour des gestions locales de l'eau. Donc aujourd'hui, vous participez à cette matinale de l'eau, via notre solution collaborative, le groupe Co. Alors, le groupe Co, c'est quoi? Vous l'avez peut-être découvert, donc un environnement en ligne, une plateforme de travail collaboratif qui rassemble dans un espace privé une suite d'outils pour communiquer, collaborer, travailler ensemble. Donc, vous avez accès aux outils de cet espace privé, donc de ce groupe. Donc, vous avez une salle virtuelle dédiée donc, aux membres du groupe, bien sûr, avec un accès illimité, un mur d'échange pour transmettre des informations et des actualités, un chat pour échanger rapidement entre vous, un espace de gestion de projet pour donner de la visibilité sur l'avancement de vos projets. Donc là, si, admettons, demain, on peut former des équipes ou parler post-événement ensemble de projets, voilà, on pourrait donner de la visibilité à ces échanges via des tickets dans un espace et un espace documentaire donc, qui nous servira à construire une bibliothèque de documents de référence qui seront donc tous liés à ces matinales de l'eau. Donc, chaque trimestre, nous vous proposerons un rendez-vous pour s'informer, comprendre, échanger sur les enjeux présents et à venir dans le domaine de l'eau. Une matinée, 2 plénières, 6 ateliers débats. Donc, c'est le format que nous avons choisi. Ces matinales, nous les avons créées en partenariat avec donc, entre Réseau Eau, que vous connaissez d'Hidalgo, et monréseaudeau.fr. Donc, je tenais à remercier Arnaud Eto, fondateur et dirigeant de monréseaudeau.fr. Merci à toi et à tes équipes pour ton soutien. Je nous souhaite donc à toutes et tous de beaux moments de partage. Arnaud, peut-être bonjour et peut-être un complément. Bonjour Christophe, merci pour cette présentation. Effectivement, les matinales de l'eau, il y a encore 6 semaines de ça, n'existaient pas. Et il faut ici saluer la mise à disposition des outils de Idealco pour que cette matinale de l'eau existe. L'idée est venue tout simplement lors d'une discussion entre les équipes Idealco et monréseaudeau.fr sur le constat assez simple, c'est qu'on avait une synergie entre les deux équipes. D'un côté, Idealco avec les outils et les communautés autour de l'eau, et de l'autre côté, les équipes monréseaudeau avec une focale sur les produits et les acteurs des infrastructures de réseau. Et il nous est semblé intéressant de combiner les deux choses en même temps pour créer un événement, puisque l'idée aussi est venue d'une discussion autour des impacts du confinement et du constat assez simple qu'aujourd'hui, tout le monde était très à l'aise à utiliser les outils informatiques et les outils de visioconférence et que c'était devenu très rapidement dans la norme de pouvoir faire et assister à des visioconférences et organiser des visioconférences. Donc,
du fait que les équipes monréseaudeau.fr travaillent sur un kit de l'élu autour des enjeux des élections municipales 2020, il nous est apparu assez naturellement logique de créer cet événement. Et de cet événement, on s'est dit on va en faire un rendez-vous trimestriel, comme tu l'as indiqué, Christophe. Donc, aujourd'hui, on parle des enjeux des municipales 2020. Le 27 octobre prochain, on parlera des objets connectés. C'est aussi un sujet qui intéresse les équipes monréseaudeau.fr. Donc, on fera un peu un point de situation sur les objets connectés le 27 octobre prochain. Puis, le 9 février 2021, on parlera de la gestion des eaux pluviales. Donc, c'est un peu plus tard. Et on aura deux autres événements, le 8 juin et le 7 septembre prochain. Donc, voilà en résumé l'essence et l'ADN des matinales de l'eau. Je souhaite longue vie à ces matinales de l'eau avec beaucoup d'échanges, puisque c'est un peu le cœur de l'esprit de cette matinée, d'échanger, de collaborer, de participer. Et autour de ces 6 ateliers, on va en avoir 5 ce matin. Et donc, des sujets qui passionnent tout le monde et qui passionnent souvent l'industrie, les gens qui font l'industrie de l'eau. Merci Arnaud. Alors, bien sûr, cette matinale n'aurait pas eu lieu sans les partenaires qui nous ont qui nous accompagnent aujourd'hui et qui nous ont fait confiance pour ce lancement de ces nouvelles matinales de l'eau. Donc, je tenais à remercier également Stradal, la FIB, le CERIB, Ramus Industries, Von Roll Hydro, la ville de Die, Antea Group, bien sûr le pôle Dream, France Water Team et Hydro International. Voilà, je n'en ai pas oublié. Arnaud, je te propose que nous commencions avec une première plénière d'ouverture. Donc, nous avons 2 intervenants que je vais inviter à se connecter avec les caméras leurs caméras et leurs micros. Donc, nous avons Francis Bertrand et Arnaud Eto. Donc, Francis Bertrand, vous êtes connecté, super, merci. Donc, titulaire d'une maîtrise de sciences et techniques, cartographie et SIG, complétée par un master en géomatique et d'un executive MBA à l'ESCP en 2003. Vous avez débuté votre carrière à l'IFEN, l'Institut français de l'environnement, puis vous avez rejoint le BRGM en 2006. C'est en avril 2016 que vous prenez la direction du pôle Dream au Émilieu pour être aujourd'hui le directeur général de France Water Team, la fédération des pôles de compétitivité de la filière de l'eau, comprenant Aquavalley, Dream et Hydreos. Donc, Francis Bertrand, c'est vous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est en 2000, à Manille, aux Philippines, diplômé de l'ESCA, que vous avez débuté votre carrière dans le monde de l'eau pour le compte de Rivard, filiale de Trouvé Ecovin. Tu cumules ensuite les expériences internationales en développement commercial avec Filmac, une filiale australienne du groupe Aliaxis, puis en 2008, retour en France pour occuper la fonction de responsable export Europe chez Saint-Izienne du groupe Clair, pour ensuite fonder et diriger en 2016 HCA Consulting et Action, une agence commerciale export. À l'occasion du CGLE 2016, rappelez-vous, je te confie l'animation des focus techniques du salon, puis tu lances donc à la fin de cette année-là la plateforme d'actu et d'information monréseaudeau.fr. Arnaud Eto, bonjour. Donc je vous propose de prendre la main avec donc directement le partage d'écran depuis votre ordinateur pour donc lancer cette plénière d'ouverture. Donc merci Christophe pour ces présentations. Merci encore, hein, c'est grâce à toi si j'ai rencontré le chemin du Carrefour de l'eau en 2016.
Donc, une nouvelle fois, merci. Donc, aujourd'hui, on est le 7 juillet. Le 7 juillet 2020, c'est marqué par 3 événements. Le premier événement, c'est qu'aujourd'hui, c'est le résultat des bacs. Donc, plein d'étudiants vont aujourd'hui recevoir la confirmation qu'ils ont leur bac. Plein de parents vont être contents de pouvoir voir leurs enfants avancer. Donc ça, c'est important dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, c'est aussi la mise en place du nouveau gouvernement de Jean Castex, le nouveau Premier ministre. Donc, il a été annoncé hier soir. Et puis aujourd'hui, c'est aussi la première matinale de l'eau. Donc, c'est le 7 juillet 2020, c'est une journée importante. Et j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Francis Bertrand pour parrainer cette première matinale et partager avec nous sa vision qu'il a sur ce que peuvent être les impacts des municipales 2020, le sujet du jour. Donc Francis, au sein de la Fédération France Water Team, vous êtes un acteur assez particulier puisque vous êtes à la croisée des chemins, si j'ai envie de dire, entre la forme d'aide de l'État, puisque vous allez nous expliquer un peu le rôle de la fédération au sein des territoires, et vous êtes aussi à la croisée avec les industriels au niveau de l'innovation. Donc, il me semblait tout à fait opportun que vous puissiez prendre la parole pour nous expliquer un peu votre point de vue sur la situation, quels sont les enjeux, quels peuvent être les impacts que vont avoir les municipales 2020. Et peut-être avant tout ça, nous présenter un peu plus en détail les 3 pôles et la fédération France Water Team. Merci Arnaud. Oui, avec plaisir. Et quatrième événement important le 7 juillet, c'est celui de me rappeler que même avec le mot de parrain, ça fait un peu vieux, et de me rappeler que j'ai commencé à bosser au siècle dernier. Donc tout ça, ça ne nous rajeunit pas. Bon, hormis ça, un petit mot sur France Water Team, les pôles. Vous connaissez, je pense, pour la plupart, la politique des pôles de compétitivité. Probablement que dans le domaine de l'eau, un petit peu plus encore, parce que l'essentiel de la commande publique, elle est opérée par, enfin, l'essentiel de l'achat, pardon, et de la commande dans le domaine de l'eau est opéré par le secteur public. De facto, quand on parle d'innovation, quand on parle d'eau, un moment à un autre, pour connecter l'industrie, les services innovants de l'industrie, et là, on parle de pôle de compétitivité. Je ne vous ferai pas l'histoire du siècle dernier, mais des 10 dernières années, puisque la famille des pôles Ecotech, appelons-les comme ça, est née en 2010 d'une volonté ministérielle plus affirmée de renforcer un petit peu le corpus ou l'ensemble, la famille des pôles qui était un peu toute thématique de renforcer sur les éco-industries. Et c'est comme ça qu'à l'époque, 2010 toujours, Dream, Aquavalley, Hydreos sont nés. Et puis, ont vécu leur vie de pôle de compétitivité avec, je vous le rappelle, 3 missions génétiquement inscrites dans chacune de leurs cellules. C'est de connecter le monde académique et les PME pour faire transiter, c'était un peu le chaînage d'origine, l'innovation des labos pour le passer dans les PME, les aider de deuxième mission à identifier les bons guichets de financement de leur innovation, et puis troisième mission, de pousser tout ce monde-là à exporter et à renforcer la compétitivité des entreprises françaises. Bon, ça, une mission que l'ensemble des pôles en France a conduit, et les pôles Ecotech et les pôles de l'eau aussi, depuis leur origine. La politique des pôles, c'est un objet qui se renouvelle de phase en phase, et puis au milieu de 2018, c'est passé une chose particulière pour nous, c'est qu'évidemment, il fallut relancer la dite phase 4 de la politique des pôles. Et la volonté du gouvernement était de réduire le nombre de pôles de compétitivité, soyons clairs là-dessus. Il y en avait trop, c'était foisonnant, ce n'était pas forcément très clair, il y avait des petits, il y avait des grands, enfin bref, un petit peu de simplicité dans le schéma ne déplaisait à personne. Et donc, le jeu a été de dire, on va, pour labelliser à nouveau des pôles, un peu monter leurs critères d'acceptabilité pour les labelliser à nouveau. Et on s'est aperçu, nous 3, les pôles de l'eau, je dis nous parce qu'à l'époque j'étais à Dream, donc Hydreos et Aquavalley,
respectivement Hydreos sur Grand Est, Aquavalais sur Occitanie et Sud-PACA, et puis Dream fondamentalement sur Centre-Val de Loire. Donc, on s'est tous dit, on va avoir du mal à y aller séparément, autant y aller ensemble, d'autant plus que ça fait maintenant 2-3 ans qu'on travaille vraiment ensemble, à se partager les missions à l'international, à se partager ou se répartir les sièges dans les différentes instances, bref, à afficher un petit peu un front uni de l'innovation dans le domaine de l'eau, pour dire un peu comme ça. Et surtout, on s'en est aperçu ces années-là, et puis encore maintenant, de pouvoir porter la voix d'un tissu de PME, fondamentalement, c'est notre écosystème, dans des instances où elles ont une capacité réduite à s'exprimer. Et puis donc, l'idée d'y aller collectivement, ça a marché, sauf qu'on a un petit peu tordu le bras du gouvernement. Hein. L'idée du gouvernement était de dire, si vous allez grouper, vous fusionnez, donc in fine, il n'y avait plus qu'une seule structure. Nous, soutenus et défendus, je le dirais même, par le deuxième groupe de nos financeurs, les régions, et je n'oublie pas les métropoles, hein, qui pour plusieurs d'entre elles financent les 3 pôles, nous ont dit c'est tout simplement hors de question. Trouvez un autre système, arrangez-vous pour obtenir le label, mais typiquement en ne fusionnant pas. Vous êtes des acteurs de développement territorial, votre action elle se situe dans les régions, dans les métropoles, donc ne vous éloignez pas de cette base-là. Le schéma qu'on a retenu, c'est ni plus ni moins que de fabriquer une fédération, une association de nos associations. Et sans avoir beaucoup d'imagination, on lui a confié le nom de notre marque à l'export qui existait depuis plusieurs années, France Water Team, et non pas François Water Team. C'est un très mauvais jeu de mots, mais finalement, ça s'est entendu un petit peu de manière originale et rigolote, mais ça reste France Water Team, 3 mots-clés. Pourquoi un peu d'anglicisme? C'est parce qu'on a un focus renforcé sur l'Europe, je dirais comme ça, sur l'international, sans oublier évidemment nos missions de pôle de compétitivité. Bon voilà, 3 minutes là-dessus. L'histoire, c'est ça. France Water Team, c'est le pôle de compétitivité de la filière de l'eau qui s'appuie sur 3 structures qui l'ont fondé et qui le gouvernent, les 3 pôles, Dream, Aquavalais, Hydreos. Et ensemble, on regroupe maintenant sensiblement 500 adhérents, un petit peu moins de 400 PME, donc ça commence à faire un chiffre, ça commence à faire un nombre et ça commence à faire aussi une expression conséquente et je dirais sérieuse de ce qu'on est capable de faire, de ce qui peut nous manquer. Et puis, si je peux basculer gentiment, si tu cherches la transition vers le deuxième point, vers ce que collectivement on est en train ce dont quoi, je vais y arriver, on est en train de sortir après ces 3 mois de presque confinement intégral et puis 3 mois durant lesquels nos entreprises ont, pour pas mal d'entre elles, presque mis un genou à terre. On va dire comme ça. Oui, parce que là, ce qu'il faut bien dire, c'est que la période du confinement a permis à France Water Team de prendre tout son rôle d'agrégateur d'informations et de remontée de terrain, puisque vous étiez en liaison, si je ne me trompe pas, avec les préfets pour faire un état des lieux de ce qui se passait sur le terrain, faire remonter la situation auprès des autorités pour pouvoir prendre des décisions. Oui, effectivement, on avait finalement un pied à chaque bout de l'échelle, pour le dire comme ça, où on jouait un petit peu, encore une fois, à une forme de grand écart. C'est-à-dire que d'un côté, nous 4, les directeurs généraux, à l'époque nous 3, parce que je n'étais pas encore passé à France Water Team à temps plein, on était tous les vendredis ou chaque échéance hebdomadaire à écouter les points de situation dans les préfectures de région. Et ce que nous rapportions dans cet exercice-là, c'était le résultat d'une enquête non pas systématique, on n'est pas arrivé au bout des 400 entreprises, mais quasi, parce qu'on en a questionné, on s'est entretenu avec 200 d'entre elles pour identifier les segments, je dirais les groupes dans la filière qui étaient en difficulté ou pas, et puis d'imaginer aussi avec elles, enfin pas d'imaginer, de concevoir leur situation par rapport à la situation générique. Et là, il n'y a pas de surprise, hein. Tout le monde a fait appel aux dispositifs mis en place par l'État. Tout le monde a mis son personnel en chômage partiel. On s'est posé la question parmi les pôles aussi. On l'a pour certains fait également.
Et donc, on a un petit peu, comme tout le monde subit le dispositif, hein, subi la situation et pris place ou pris rang dans les dispositifs. Mais dans tout ça, on a identifié des sujets un petit peu spécifiques, c'est-à-dire ce qui, dans notre filière, devait être illustré, mis sur le devant de la scène en termes d'alerte. Là, je pense particulièrement aux entreprises du biomonitoring, celles qui avaient des campagnes de prélèvement à réaliser en période printanière. Et là, je dois vous dire qu'on a de vraies inquiétudes. Hein. Si on va rejoindre un petit peu le tempo qui nous préoccupe tous, là, si ça ne repart pas proprement pendant les mois d'été et en septembre, là, raisonnablement et avec comment dire, un constat un peu amer, on pourrait constater des disparitions d'entreprises. Ça, c'est une filière, un petit morceau un peu spécifique. Mais globalement, si je cherche un peu des termes génériques, je vous le disais à l'entame, à 80%, l'achat en matière de l'eau, c'est de la commande publique. En fait, on a collectivement, je le dirais comme ça en prenant les mots des entreprises de la filière, une vraie attente de la commande publique. Pourquoi ? Parce qu'elle a été raisonnablement plutôt performante en période de creux. Il y a eu quelques semaines un petit peu d'inquiétude, de ralentissement de signature, de ralentissement d'exécution ou je dirais de prise de commande ou de décision d'exécution de commande. Mais ça, c'est reparti plutôt pas mal. Ce qui nous a, je dirais, un petit peu questionné, c'est la manière dont les donneurs d'ordre privés, eux, ont tout simplement coupé les moteurs vis-à-vis de la filière de l'eau. Les grands acteurs de la filière, les grands constructeurs, les grands opérateurs, je ne citerai aucun nom, ont tout simplement décidé de se focaliser sur leurs difficultés intrinsèques, sur leur propre business. Et donc, ce qui pouvait être de l'étude, de l'extension, un petit peu d'ingénierie pour plus tard, ça a été mis en pause. Et donc, travaillons un peu l'idée des vases communicants. Si le vase de la commande privée, il est inaccessible, évidemment que la filière va se retourner vers la commande publique. Donc, on est en situation, globalement, je dis on, c'est-à-dire les entreprises des pôles, tout ce beau monde regroupé ou présent dans le comité de filière, on est tous à regarder très attentivement les plans de relance, qui soient ceux de la filière, parce que pour mémoire, il y a un comité stratégique de filière sur l'eau. Les premiers sujets sont sortis en fin de semaine dernière, ils sont assez alignés avec les généralités, mais il faut aussi regarder comment ça va percuter dans les plans de relance sectoriels. Automobile, aéronautique, évidemment, ça va tirer un petit peu l'exercice, on le voit bien. En tout cas, nous, on le voit dans plusieurs de nos régions où ces industries sont pointées, montrées du doigt, et puis, enfin, montrées du doigt, c'est une mauvaise expression que j'emploie là, mais observer de très très près et puis étudier, dont les aides sont étudiées, mais par derrière, je voudrais juste préciser quelque chose et vous remettre un peu dans le contexte, non pas de cet été, mais des 2 étés passés où on a traversé des moments un petit peu délicats en termes d'approvisionnement en eau. Et donc, ce qu'on se dit, nous, c'est que cet épisode sanitaire et puis finalement économique, ce serait de bon ton de le relancer en y associant un petit contexte environnemental. Alors là, vous allez me dire, j'enfonce une porte ouverte, enfin tu vas me dire Arnaud, néanmoins, c'est ce qu'on entend au niveau communautaire, l'alliance du Green Deal, du Recovery Plan et puis de la préparation d'Horizon Europe, le financement de la R&D. Tout ça s'aligne bien sur des priorités et des grosses sensibilités environnementales. Et la petite idée ou la posture qu'on défend, mais je pense qu'on en reparlera un peu au fil de la matinée, c'est de se dire plan de relance, oui, plan de relance, filière de l'eau, why not ? Évidemment, on accueillera ça très volontairement, positivement, mais est-ce que ce n'est pas l'occasion d'aller se brancher sur des considérations environnementales, en tout cas, et de connexion, je dirais un petit peu comme ça, de connexion petit cycle, grand cycle. On en discutait encore la semaine dernière. Je voudrais attirer votre attention, là, vous citez 2 exemples plutôt. Le fait que sur la plaine de Limagne, les cours d'eau alimentent à la fois les collectivités et la pratique agricole. Si la ressource est un petit peu plus légère en matière de cours d'eau, il va bien falloir avoir une vue systémique des choses. Donc, connecter ces 2 systèmes, grand et petit cycle, nous semble particulièrement d'intérêt. Et donc, on va nous pousser les feux sur ces questions-là.
Et puis, j'en rajoute un dernier, pour faire court hein, sur les questions sanitaires et comment dire, se rattacher aux questions d'innovation qui nous préoccupent énormément, qui sont même le cœur de notre métier. C'est tout simplement je voudrais citer le petit projet Aubépine, dont on n'est pas partenaire, mais qu'on a suivi attentivement. Vous savez, ce projet de R&D qui avait été parti du constat qu'on trouvait des traces de Covid dans les eaux usées et que la quantité, et je parle avec mes mots, je ne suis pas un expert de ces sujets-là, mais la quantité pour le dire vite fait, hein, de Covid présent dans les eaux usées et la courbe de ces quantités était très exactement la même que la courbe des hospitalisations. Mais petit avantage, cette courbe, elle était décalée en amont dans le temps. Et on était tous en train de se dire, et je pense que les équipes d'Haute-Paris, du SIAP et puis de Sorbonne, je crois, qui travaillent dessus, se sont dit, on a là un bel indicateur et un beau système de surveillance. Donc, d'une petite idée ou d'un constat de comment tracer quelque chose, on s'aperçoit qu'on peut être précurseur d'une situation sanitaire. Donc là, pour nous, je ne vais pas dire pain béni, mais enfin, c'est la manière aussi dont on voit les choses. Hein. Un peu d'innovation dans ces systèmes-là. Je finis d'une phrase, Arnaud, parce que je n'ai pas regardé ma montre et je ne voudrais pas nous mettre en retard tous. Non, tu as du temps. J'ai du temps, tant mieux. Le fait est que le traitement de la crise sanitaire pour la filière de l'eau va se traduire par des surcoûts, hygiénisation des boues. Le deuxième m'échappe et le troisième, je ne vous le cite pas, mais en tout cas, tout ça va coûter un petit peu plus cher. Et donc, on va avoir une nécessité d'être un petit peu frugaux sur l'innovation à mettre en route derrière, typiquement. Et ce qui signifie que des traitements conséquents, importants, coûteux, des dispositifs de mesures systématiques en tout point, je ne suis pas tout à fait persuadé, et là c'est une posture assez personnelle, qu'on soit en capacité de le financer. Donc il va falloir être extrêmement malin pour consommer cet argent intelligemment face à des enjeux supplémentaires. Et donc, je pense que ça pose vraiment de gros challenges parce qu'on est tous en train de se pousser du coude et se gloser de mots d'intelligence artificielle, de big data et ainsi de suite. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Faire du big data, ça veut dire avoir beaucoup, beaucoup de données. Je pense que dans le monde de l'eau, ce n'est pas encore le cas. On n'est pas des fabricants de moteurs d'avion qui ne volent plus actuellement, où c'est 36, je ne sais plus combien, milliers de moteurs envoient plusieurs dizaines de milliers d'infos par minute sur leur fonctionnement, ce qui fait une vraie base de connaissances. On n'en est pas là. Comment ça se fait que vous brûlez RCA? Alors, merci à la régie de couper l'ensemble des micros de tout le monde, donc de tous les participants. Prévoir des palonniers. S'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Et la personne... Plus géant, toi, tu vas créer un ballon central, ouais, 3 mètres, parce que ça fait 2,50 m, 2,70 m, donc 3 mètres, on est sûr qu'on le prendra comme ça. Les aléas du direct. Oui, c'est bon. Il y a de la vie derrière les boîtes noires que je vois. Et j'en profite, tiens, parenthèse, pour saluer très amicalement 2 compères de moments passés encore présents. Je cite que les prénoms, Luc et Romain, dont j'ai vu le nom apparaître un petit peu plus bas dans la liste. Eh ben, j'en étais à la frugalité et pour un petit peu lancer des pistes là-dessus, pour remettre un petit peu tout sur la table ou tout dans le même sac, et connecté sur le domaine ou sur le focus sur les municipales et les collectivités. 20% en moyenne de perte de réseau d'eau, ça signifie qu'il va falloir instrumenter ça pour surveiller, mais instrumenter en étant malin, parce que la ressource financière, hein, la ressource financière, elle ne court pas les rues. Vous avez vu les scénarios des assises de l'eau, on a promis qu'il y aurait ce qu'il faut et qu'en définitive, ça n'arrive pas forcément. Donc, les quelques milliards d'euros attendus par la filière de l'eau pour pouvoir remettre tout ça d'équerre, et Dieu sait que c'est important si on considère les perspectives d'approvisionnement en eau, je pense que c'est une belle collection de challenges ici. La manière de les appréhender, j'espère moi que la matinée va permettre au moins de m'éclairer, et j'espère nous tous ensemble, parce qu'il y a de vrais gros enjeux là-dessus. Et un petit peu de sanitaire en plus, ça renforce le poids de ces enjeux. Oui, on va dire que le côté sanitaire, c'est la petite goutte d'eau qui rajoute dans le vase, qui fait déborder un peu les choses. La question du financement, tu le soulèves, c'est très important.
D'ailleurs, c'est un des axes qui va être étudié ce matin dans les ateliers, c'est comment faire plus avec finalement moins, ou comment faire mieux avec des choses à budget équivalent, ou pourquoi la négligence du passé va nous coûter plus cher demain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? Et moi, j'aimerais avoir ton avis sur le poids des élus, en fait. Parce que là, on parle, c'est la question des municipalités. Est-ce que aujourd'hui, à ton niveau, tu vois les élus comme des éléments fondateurs des futurs politiques? Est-ce que tu penses que leur rôle et leurs décisions sont aussi importantes qu'elles le furent dans le passé? Comment tu vois les choses aujourd'hui? Ça, c'est la question piège, Arnaud. Franchement, c'est la question piège. J'ai un recul très modéré là-dessus, mais plutôt que de regarder le passé, moi, ce que je constate, c'est que dans la campagne, même si elle a été très biaisée cette année, on n'a pas trop entendu les postures de je vais réintégrer la gestion de l'eau et surtout je vais en baisser le prix. Donc ça, Christophe le rappelait dans mon parcours, je suis passé par le SCP et je me souviens très bien de mon prof de stratégie qui m'a dit « N'entrez pas dans des guerres de prix, vous allez détruire de la valeur, vous êtes là pour en fabriquer. » Et je pense que de ne pas remettre sur la table l'idée de réduire le coût de l'eau, c'est un petit peu porteur d'espoir et un petit peu de marge de liberté et de financement. Donc, c'est plutôt un bon point. Quant à prendre posture sur la capacité des élus à prendre de l'ampleur ou du poids ou peser sur cette décision-là, je peux juste me contenter de le souhaiter. On a vu quelques bascules politiques intéressantes se produire là dans des grandes collectivités. Je cherche à voir avec un petit peu vraiment une vraie curiosité, pardon, à voir comment effectivement tout ça va infléchir un petit peu le cours et la course de leurs décisions, si ça va travailler un petit peu plus les choses de matière intégrée et surtout si ça va être de nature à leur donner le pouvoir qu'ils ont intrinsèquement, juridiquement, et le faire s'orienter sur les bonnes dépenses, sur les bons investissements. La frugalité, je pense qu'ils l'ont intégrée, mais maintenant, à l'épreuve des mots et à l'épreuve des réalisations. Une autre question un peu dans ce sens, est-ce que tu penses qu'ils ont toujours le pouvoir d'influencer les choix des matériaux, le choix des technologies qui sont entreprises sur leur territoire? Est-ce que tu penses que ces choix peuvent leur servir dans leur marketing des territoires? Et là, j'introduis l'atelier qui viendra juste après sur le fabriquer en France. Est-ce que c'est aujourd'hui possible? Est-ce que ça l'est toujours? Est-ce qu'on peut le favoriser? Et c'est en cela, est-ce que tu penses que, au travers de la crise qu'on a vécue, on a pointé du doigt le fait que la France était un pays désindustrialisé, qu'il fallait relocaliser certaines activités stratégiques? À mon sens, le marché de l'eau et l'industrie de l'eau, c'est un marché stratégique. L'eau, c'est la vie, ça, personne ne va le contester. Sans eau, on ne peut rien faire à plein de niveaux. Donc, on peut considérer que c'est une activité stratégique. Est-ce que tu penses que les élus ont un pouvoir qui permettrait d'influer sur les choix des industriels de se relocaliser en France ou favoriser un certain type de fabrication? Je ferai une réponse en deux temps, Arnaud, si tu veux bien, sur la capacité des élus à acheter français. Et là, même si très entre nous, ma maîtrise du Code des marchés publics a commencé à se faire vieille, j'ai entendu et vu des choix de prédilection de boucles courtes pour les achats de collectivités versus l'alimentation scolaire, par exemple. Et je me dis, il y a certainement dans le Code des marchés publics quelque chose qui permette aux élus de focaliser sur ces achats nationaux. Ils en ont la capacité maintenant à lier ça avec le marketing territorial. Moi, je pense que c'est un bon driver, typiquement, le marketing territorial. On le sent même au niveau de la fédération, les régions
qui, avec la loi NOTRe, ont récupéré, enfin obtenu une vraie compétence de développement économique, on sent l'enjeu, on sent l'attractivité de devenir un fer de lance de la politique régionale. Et je pense que du côté des métropoles et des municipalités, la sensation est la même. Même si les mots ne sont pas là, on décentralise progressivement plusieurs compétences et du coup, ça renforce la compétition entre les régions, ça renforce le marketing territorial. Donc, les deux, c'est plutôt un signal positif pour aller vers un achat français, pour le dire comme ça. Maintenant, il faut regarder la capacité à relocaliser l'industrie. Alors, en le disant très vite, on a un bon industriel du tuyau en France, hein, qui se bagarre beaucoup avec les Indiens et d'autres producteurs, mais qui ne démérite pas sur cet effort, c'est Saint-Gobain. Et Saint-Gobain, c'est PAM. Donc, il y a de la capacité sur les technologies, et on est bien placé pour le dire. Quand on met un peu de techno sur les tuyaux, il y a de la production française. Donc, le dispositif, pour une bonne part de ce que je peux maîtriser, attention, hein, sous cette réserve-là, c'est disponible et c'est pas mal fabriqué en France. Si on passe à la couche au-dessus, on parlait de monitoring, ou je parlais de monitoring, c'est très facile de rebondir sur ses propres mots. Eh bien, on a de belles entreprises de services du numérique, on dit plus SS2I, on dit les ESN, qui sont capables de traiter ces questions-là et qui s'en préoccupent fortement. Nos voisins et amis d'Atos sont très intéressés à ce qui se passe dans la filière de l'eau. Donc, moi, je pense que finalement, du côté de l'offre, il y a de la capacité en France. Faut-il relocaliser? Alors là, franchement, c'est un vrai gros débat. Relocaliser, oui. Les entreprises qui ont dispersé leur production à travers le monde, je ne suis pas tout à fait convaincu qu'elles relocalisent tout, mais elles se disent plutôt je vais délocaliser de Chine pour produire ailleurs et peut-être rassembler un petit peu plus en proximité de la France les composants de mon industrie dont j'ai besoin. Je pense plutôt à des établissements et des relocalisations en Europe plutôt que systématiquement et globalement en France. Donc, du côté de l'offre, je pense que le dispositif, il est plutôt pas mal positionné. Maintenant, c'est une vue générique, hein. Je n'oublie pas de rappeler qu'on va commencer à compter et à apprécier plus précisément les difficultés des entreprises. Et pour revenir sur mon propos d'origine, le genou à terre, il faut pouvoir se remettre debout derrière. Là, c'est le bon moment pour le faire, quoi. Et quand on parlait de connecter un petit peu tout, connecter aussi de la commande publique vers la filière de l'eau sur des entreprises qui ont de la capacité de production au mieux en France, à minima en Europe, avec un petit peu d'innovation dedans pour gérer de la frugalité et se connecter à des enjeux climatiques à venir, ce serait une quadrature de cercle remarquablement fermée. Très bien, merci. En tout cas, merci pour ces propos, Francis. On arrive à la fin, au terme de cette plénière d'ouverture. Christophe, je vais te laisser présenter la manière de fonctionner pour aller dans les salles pour présenter les différents ateliers. Donc, merci je rappelle, Arnaud. Voilà, donc vous l'aurez compris, nous avons plusieurs ateliers en parallèle ce matin. On va commencer par deux ateliers en parallèle, de 10h à 10h45. Donc, pour rejoindre ces ateliers, nous allons découper cette salle en deux. Donc, il y aura en trois. Il y aura une salle donc générale et deux salles d'atelier. Pour rejoindre la salle, eh bien, c'est très simple. En bas de votre écran, quand vous êtes donc sur l'application Zoom, vous allez avoir, donc on va vous donner les droits, hein. Vous allez avoir donc un onglet qui va apparaître à côté de converser, partager l'écran, participants. Voilà. Vous allez avoir un onglet qui va être divisé en groupes. Et là, on vous proposera donc plusieurs salles. Et c'est à vous de choisir la salle. Ah voilà, merci Marie. Et c'est à vous de choisir la salle. Alors, pour l'instant, vous ne l'avez pas. Moi, je suis comme vous, donc participant
Donc, ça me permet de le voir. Mais je vois qu'on est en train de vous donner les droits donc, de co-hôte. Alors, vous êtes co-hôte, donc grande responsabilité. Vous avez des options qui apparaissent. Donc, on se fait donc confiance. N'allez pas dans toutes les options. En revanche, vous verrez donc ce bouton-là, vous voyez ces 4 carrés blancs avec une croix donc noire à l'intérieur, divisé en groupes. Donc, vous voyez ce carré qui apparaît en bas de votre écran. Alors, moi, je ne l'ai toujours pas, par contre. Je ne sais pas si c'est normal. Mais donc, vous allez le voir. Et là, vous choisirez donc atelier 1, atelier 2. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas, ah oui, c'était atelier 1 ou atelier 2 qui m'intéressait. Alors, l'atelier 1, c'est l'assainissement, un domaine stratégique parfois négligé. Comment y remédier? Vous écouterez Christian Jacob, directeur marketing chez Stradal et président de la FIB Assainissement, et Lionel Monfron, directeur produit marché au CERIB. Et l'atelier 2, privilégier le fabriqué en France, est-ce possible? Thierry Pellarin, président directeur général, Laurent Siffer, responsable industriel, et Cédric Petit, responsable développement des opérations chez Ramus Industrie. Voilà, donc atelier 1, l'assainissement, un domaine stratégique parfois négligé, comment y remédier? Atelier 2, privilégier le fabriqué en France, est-ce possible? Les ateliers, bien sûr, commencent à 10 heures, hein, donc on peut faire une pause biologique, on peut voilà, prendre un café. J'aime bien ton côté pause biologique, c'était une belle sémantique. Bon, eh ben, écoutez, Je l'ai piqué, elle n'est pas de l'heure. moi, mais il se reconnaîtra. Ouais. Donc, à tout à l'heure. L'équipe technique donc, est à votre disposition, hein. Vous avez remarqué certainement que dans l'onglet « Converser », vous avez un message qui est apparu avec 2 numéros de portable. Vous avez aussi donc Christiane Dudek, Suzy Rob, Anne Rouet, qui sont donc dans la liste des participants, hein, vous pouvez leur écrire en direct également, qui sont donc notre régie technique aujourd'hui, que je salue et je remercie. Donc vous pouvez, si vous avez un problème pour vous retrouver vous diriger dans ces salles, leur écrire.